Ah, bonjour tout le monde, bonjour mes chers amis, bonjour mes enfants. C'est le vieux pépère qui vous parle. Alors, Bezat Hashem, on va parler ce parashat Vayetse. Alors, rien que de dire le mot parashat Vayetse, je suis tout excité. Parce que le lendemain de parashat Vayetse, Bezrat Hashem, je serai parmi vous à Marseille, Bezrat Hashem. Alors je vous rappelle le grand gala du Rav Shvob à Marseille, qui sera comme l'année dernière, laissez-moi me rappeler le nom, le Florida Palace, c'est ça, Florida Palace, bon vous devez connaître tous. Alors, ah là là, je me souviens encore le bonheur que j'ai eu de vous retrouver tous, et quand vous vous êtes présentés les uns après les autres, ah là là, je veux revivre encore ce moment intense d'amitié, de bonheur, encore plus même s'il faut. Et surtout qu'à Marseille, j'ai pas mal de famille. Alors j'ai mes cousins Rahamim et Myriam, et Alain et Rachel, et Elliot et Jocelyne et tous les autres. Alors voilà, Be'ezrat Hashem. Donc là je suis encore un petit peu loin de Parashat Vayetse, mais je me transporte déjà à ce merveilleux séjour que j'aurai l'occasion, Be'ezrat Hashem, de faire à côté de vous à Marseille. J'espère qu'il fera beau, parce que là j'ai entendu qu'il fait très très froid à Marseille. Alors, réservez-moi un beau soleil, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et si le beau soleil n'est pas dans le ciel, alors que je puisse le retrouver dans votre cœur. Alors vraiment, venez tous, je tiens vraiment à vous retrouver, à retrouver les anciens et faire la connaissance de nouveaux. Voilà. Alors, avant de commencer par Parashat Vayetse, je suis très content des commentaires que vous m'envoyez. Vraiment, je trouve qu'ils sont de haute qualité et j'aimerais les lire, mais je suppose que vous pourrez les lire chacun à l'écran, je sais pas comment ça se passe. En tout cas, toujours mon ami Aviros de Hadera, bravo. Et mon Eliaou Shlouch de Paris, et Eric, Marcel Favoin, Catherine, Françoise et toutes les autres. Merci, chacun, il y a un charme spécial. Peut-être qu'un jour, on fera un livre de tous les beaux commentaires que vous m'écrivez. En tout cas, chacun trouve le mot pour m'encourager. Merci beaucoup. Il y en a un qui m'a dit, ne changez rien à vos cours. Alors c'est magnifique. Voilà. Et puis il paraît aussi que certains apprécient mes chants. Alors il paraît que si mes chants sont tellement appréciés sur terre, c'est qu'ils sont aussi appréciés dans le ciel. Ça fait plaisir quand même, non? Voilà. Alors Be'ezrat Hashem, qu'Hashem vous bénisse, et qu'on soit dans la simha, et qu'on soit prêt à accueillir la Géoula. Be'ezrat Hashem. Alors voilà, Parashat Vayetse. Donc, comme chaque année, j'essaie de trouver un passage qui m'a intrigué, qui m'intrigue depuis des années. Alors voilà, grâce à Rav Bergman, comme d'habitude, je vous ai choisi un petit passage et qui répond à un questionnement que j'avais moi-même. Alors, je me lance. Donc, prenez votre hommage si vous voulez, c'est le Pérec Lamed Aleph 31. La Torah nous dit comme ça, que Yaakov Avinu a entendu les paroles des fils de Lavan. Fils de Lavan, depuis quand il a des fils celui-là d'ailleurs? Il avait que des filles Lavan, non? Lavan il a que des filles. D'où je sais qu'il a que des filles? Puisqu'il a envoyé Rachel avec le troupeau. S'il avait des fils, il n'aurait pas envoyé sa fille se mélanger au berger. Effectivement, nos Hachamim nous disent, Lavan n'avait pas de garçons. Il n'avait que des filles. Rachel, Léa, Zilpa, Bila, c'était ses filles tout ça. Mais à la venue de Yaakov, il a eu des garçons. D'ailleurs, à un moment, Lavan dit à Yaakov, je sens que ta présence parmi nous a apporté la bracha. Évidemment. Et un des moyens d'expression de cette bracha, c'est que Lavan a vu qu'il a eu des garçons. Et donc ces fameux garçons qui doivent leur existence à Yaakov, au lieu de bénir Yaakov, tout d'un coup Yaakov va commencer à les entendre dans un délire. Le délire antisémite par excellence. Ces juifs sont riches, Yaakov est riche, et il s'est emparé de toute la richesse de notre père, et c'est sur le compte de notre père qu'il s'est fait tout ce kavod, tout cet honneur qu'il a, c'est sur le compte de notre père. Voilà, c'était le premier discours antisémite de l'histoire. Yaakov, il a entendu ça. Yaakov, le travailleur fidèle, le travailleur honnête, qui au contraire lui-même s'est fait rouler plusieurs fois, on le traite, lui, d'abord de s'être emparé de la richesse de Lavan. Pasuk bête. D'ailleurs, Yaakov est péné Lavan. Yaakov voit le visage de Lavan.
Le visage de Lavan qui gardait une certaine cordialité, une certaine noblesse, une certaine relation, une certaine politesse, une certaine chaleur. Alors, oui, comment vas-tu, Jacob? Bonjour, bonne journée, oh, heureux de te rencontrer. Tout d'un coup, le visage de Lavan a changé. Renfrogné, baissait la tête, ne saluait pas. Oh, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est plus le même. Comme à l'époque quelqu'un m'a raconté ça. Qui c'est qui m'a raconté ça? Quand il y a eu la rave du Veldiv, voilà. Le fameux policier qui, tous les matins, faisait traverser les enfants au passage clouté. Bonjour mon enfant, bonne journée mon enfant. Le fameux policier, c'est lui qui est monté dans l'immeuble. Ah oui, c'est quelqu'un qui m'a raconté. Et c'est lui qui l'a arraché cet enfant à sa mère. Parce que dans un premier temps, ils n'ont pris que les adultes et pas les enfants. Et donc lui me raconte qu'il était resté accroché à la jupe de sa mère, et le policier lui a mis une paire de claques, il a arraché, il a séparé sa mère, et ils ont embarqué la maman. Ce fameux policier qui lui disait tout le temps, bonjour mon enfant, bonne journée mon enfant. Pareil, le fameux Lavan, qui a besoin de bonjour Jacob, bonne journée Jacob, comment allez-vous? Il fait beau aujourd'hui, n'est-ce pas? Le fond de l'air est frais, oh lilo. Tout d'un coup, waouh, la tête, sourcils froncés. Qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment, ça me rappelle le juif en galoute. Le juif en galoute, qui, ça va bien, dans son pays d'accueil, ça va bien, pendant des années, pendant des siècles, ça va bien, puis tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Ça change, c'est plus comme avant. L'épicier me fait la tête, le boulanger fait la tête et tout, ils n'ont plus la même tête. Yaakov, il voit ça, et il entend les propos délirants. Le délire. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait 20 ans qu'il est là. Il s'est marié, il a eu les enfants, c'était magnifique. Il s'est mis un peu d'argent de côté, c'était bien, mais qu'est-ce qui se passe tout d'un coup? Qu'est-ce qui se passe? Et à ce moment-là, Pasuk 3, Vayomer Hashem el Yaakov, Shuv el Eretz Avotecha. Hashem apparaît à Yaakov, il dit, allez, il est temps de retourner dans la terre de tes ancêtres. Retourne en Israël, ou le mot la terra, retourne dans ta patrie, veillez, je serai avec toi. Donc c'est magnifique. Et alors là, il se passe quelque chose qu'on ne comprend pas. Et que j'ai jamais compris d'ailleurs. Et grâce à Rav Bergman, merci, j'ai compris. Il m'a expliqué. Yaakov fait convoquer ses femmes, Rachel et Léa, dans les champs, parce que comme c'est un travailleur fidèle, il va pas quitter le boulot, comme on dit. Alors il dit, appelez. Peut-être dit aux enfants, appelez maman. Donc Yosef appelle maman, et Reuven appelle maman. Et Rachel et Léa arrivent dans le champ, et Yaakov se met à leur parler. Il leur dit, écoutez, je suis désolé de vous l'apprendre, mais le visage de votre père n'est plus avec moi comme il était hier ou avant-hier. Et heureusement qu'Hachem me protège encore, mais je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Et pourtant, vous savez combien j'ai servi votre père de toutes mes forces. Vous savez ça. Et vous savez qu'il m'a lui-même changé mon salaire des dizaines de fois. Et je n'ai jamais protesté. Et chaque fois qu'il me disait que mon salaire serait des blanches, il me donnait ça, 10 fois il a changé mon salaire, je n'ai jamais protesté. Et heureusement qu'Hachem m'a protégé, et j'ai pu, malgré les tricheries de votre père, j'ai pu accumuler un troupeau important quand même, etc. Et voici, j'ai eu une apparition. Vayomer Elai, Malach Elokim Bahalom, Yaakov. Dans mon rêve, Yaakov. Et j'ai dit, Ineni. Et il m'a parlé, il m'a dit, et à la fin il m'a dit, Shuv el Eretz mon la terre. Retourne dans la terre de tes ancêtres. Voilà. Donc il leur raconte ça, et c'est une manière de dire, bien que c'est pas écrit explicitement, mais, donc qu'en pensez-vous?
Et tout de suite, Vata'an Rachel et Léa. Elles ont répondu, Rachel et Léa, juste pour la petite histoire, on voit que Léa, bien que c'était la grande sœur, elle avait compris depuis longtemps que Rachel était l'essentiel, donc elle a laissé sa petite sœur prendre la parole en premier. Donc il y a eu la hardoute, le shalom total entre Rachel et Léa a compris le rôle prédominant de Rachel. Et donc elles ont répondu toutes les deux, etc. Elles lui ont dit, est-ce que elles lui font tout un développé, et à la fin elles lui disent, quand la chair amar Elokim et tout ce qu'Hachem t'a dit de faire, fais-le. Alors moi j'ai jamais compris, c'est quoi cette histoire? Pourquoi? Il a eu un ordre divin explicite. Hachem lui dit, rentre, retourne dans ta patrie. Ça y est. Donc il devrait informer ces femmes en disant, voilà, écoutez, faites les valises, on rentre. Non. Il semble d'abord qu'il raconte toute l'histoire. Écoutez, je vois que votre père n'est plus avec moi comme avant, et pourtant, je comprends pas, j'ai été honnête, c'est lui qui m'a roulé, et voilà, et Hachem me dit, et il fait, et donc, qu'est-ce que je fais? Qu'en pensez-vous? Et il a fallu attendre, d'où je comprends, qu'il leur a demandé, parce que de la réponse, on voit qu'elles lui ont dit, ce qu'Hachem t'a dit de faire, fais-le. J'avais jamais compris ça. Pourquoi il le raconte tout l'ensemble qui n'a aucun rapport, le visage de son père avec l'ordre divin? Et pourquoi il semble-t-il leur demander la permission, leur demander leur avis? Et alors Aberman, c'est extraordinaire. Il dit, d'ailleurs il cite une Gemara que je vous ai souvent citée, la Gemara dans Gittin, Daf Mem He. Là-bas, il y a le fameux Rav Ilish. Vous vous rappelez, Ilish, il était emprisonné par les Romains parce qu'il enseignait la Torah. Et dans sa cellule, il y avait un autre prisonnier qui était non-juif, c'était un Romain, et qui lui était emprisonné pour des affaires de vol, etc. Et ce fameux coéquipier co-voisin, je ne sais pas, ce fameux voisin, ce partenaire en prison, comprenait le langage des oiseaux. Il avait plusieurs fois commenté le langage des oiseaux. Et une fois, un corbeau est venu à la fenêtre de la cellule et il s'est mis à croasser. Voilà. Avant de faire le cours, j'ai téléphoné à un intellectuel français pour lui demander comment on dit, c'est quoi le cri du... Parce que j'oublie toujours, il y a la grenouille qui coasse et le corbeau qui croasse. Mais à chaque fois, je confonds. Donc j'ai appelé en France, sur un portable français, ça m'a coûté une fortune. Et alors, je lui ai dit, mais qu'est-ce que le corbeau, il fait quoi? On m'a dit, il croasse, avec un R. Alors le corbeau s'est mis à croasser. Et alors le Rav Inish demande à son voisin, il lui dit, qu'est-ce qu'il dit? Alors il lui dit, Ilish, brach, Ilish, brach, Ilish, sauve-toi, Ilish, sauve-toi. Et alors Ilish dit, non, le corbeau est menteur. Le corbeau n'est pas fiable. Oh non, le corbeau veut que je m'enfuis et je vais me faire attraper, je vais me faire massacrer. Non. Quelque temps plus tard, c'est le tour d'une colombe qui vient à la fenêtre et qui se met à... j'ai oublié comment on dit pour la colombe, peut-être à roucouler ou à siffloter, je ne sais pas. Dites-moi comment s'appelle le cri de la colombe. Et en tout cas, le roucouler, c'est bien, j'aime bien roucouler. Alors, Rav Ilish, il demande à son voisin, qu'est-ce qu'elle dit? Alors pareil, Ilish, brach, Ilish, enfuis-toi. Alors là, Rav Ilish dit, la colombe est fidèle. La colombe est un fidèle messager. La colombe, c'est le symbole du clan Israël. Bon, donc il semble qu'il y aura un miracle. J'y vais. Effectivement, il ouvre, la cellule était ouverte, il traverse, les soldats étaient en train de dormir, etc. Et il réussit à s'enfuir. Donc, si vous ouvrez la Gemara Memhe à Moudalef dans Gittin, vous verrez en bas, il y a les commentaires de Rabbi Akiva Eger. Et Rabbi Akiva Eger cite un autre Rav, le Harour, et il dit, le Harour dit, on voit de ce passage que Rav Ilish comprenait lui-même le langage des oiseaux. Mais il y a un autre Sefer qui s'appelle le Sefer Adorot. Le Seder Adorot, il dit, mais pas du tout. Pas du tout. Au contraire, on voit qu'il ne comprenait pas le langage des oiseaux, puisqu'à chaque fois,
il demandait à son voisin, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Donc c'est qu'il ne comprenait pas. Alors moi je vous demande, il comprenait ou il ne comprenait pas? Il comprenait pas. Alors le fameux, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais il faut le retenir. C'est essentiel ça. Le fameux Rav Chaim Shmulevitch, le Rosh Yeshiva de Mir, le grand Rav Chaim Shmulevitch. Alors il dit une chose extraordinaire. Parce qu'il dit, il cite la question du marcha. Comment ça se fait que le marcha, comment ça se fait que Rav Elish a dit à son voisin, ah, le corbeau est un menteur. Le corbeau est un menteur. Il veut que je me fasse, il veut que je m'enfuis pour me faire tuer. Pourquoi il lui a pas dit, mais toi tu es un menteur. Toi tu es menteur. Tu veux que je m'enfuis pour me faire tuer. Comme ça tu restes seul dans la cellule. Pourquoi il lui a pas dit, toi tu es menteur. Alors Rav Shmulevitch dit, c'est là la preuve que Rabbi Akiva Eiger ramène au nom du Harour. C'est qu'en vrai, Rav Elish, il a compris ce que le corbeau a dit. Quand le corbeau a croassé, alors Rav Elish a compris. Elish, brach, Elish, enfuis-toi, il a compris. C'est pour ça que quand le voisin lui a dit, il dit que tu dois t'enfuir, il n'a pas dit tu es menteur. C'est vrai, mais lui il est menteur. Lui il est menteur parce qu'il veut que je m'enfuis mais je vais me faire attraper. Alors la question se pose, puisque Rav Elish lui-même a compris le sens du croassement du corbeau, alors pourquoi il demande à son voisin qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Et quand la colombe a parlé après, il dit qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'elle dit? Et c'est là où Rav Shmulevitch dit un de ses plus grands enseignements, qui a été un des moteurs de sa vie, c'est qu'un homme entend ce qu'il veut entendre. Elle est tellement belle cette phrase, permettez-moi de la répéter. Un homme entend ce qu'il veut entendre. Et donc Rav Elish, il est dans sa prison. Il ne rêve que d'une chose. Ah, et quand est-ce qu'on va me libérer? Qui pourra me dire, sors, tu es libre? Qui pourra m'ouvrir cette porte? Quand est-ce que je vais retrouver ma famille? Quand est-ce que je vais retrouver ma yeshiva? Quand est-ce que je vais retrouver ma communauté? Et tout d'un coup, il entend le croassement d'un corbeau qui croasse. Et il entend. Enfuis-toi. Il dit, attends, je rêve. Attends. J'ai bien entendu ou c'est un mirage? C'est pour ça qu'il se retourne vers son voisin. Il dit, qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Et il dit, enfuis-toi. Et il dit, enfuis-toi. Hein? Donc j'ai bien entendu. Mais quand même, je m'enfuis pas parce que il est capable de mentir, celui-là. Mais quand, la fois d'après, c'est la colombe qui vient et se met à roucouler, il entend aussi, il comprend lui-même. Il dit, enfuis-toi. Mais il va être sûr d'entendre. Est-ce que je suis pas en train d'entendre ce que je veux entendre? Il se tourne vers l'autre, il dit, mais qu'est-ce qu'elle a dit? Il dit, elle a dit, il dit, enfuis-toi. Ah, donc ça c'est vrai. Il s'est enfui. Effectivement, il a réussi à échapper. Donc ça c'est une chose extraordinaire. Un homme entend ce qu'il va entendre. Maintenant on comprend très bien. La prophétie de Yaakov, la Torah a fait une introduction. Quand est-ce que Yaakov a entendu cette voix qui lui a dit, Yaakov, retourne dans ton pays, retourne dans ta patrie, retourne dans le pays de tes pères. Quand ça? Après, nous a fait une introduction. Tout d'abord, ça a commencé par entendre les ragots délirants, les propos antisémites, les propos haineux des fils de Lavan. Il entendait ça. Tout d'un coup, on augmente d'un niveau. C'est comme si dans un pays, le peuple, la populace se met à parler du mal des Juifs. Bon, mais ça va, le gouvernement est encore pro-juif. Encore pro-juif. Mais tout d'un coup, on voit la tête du Premier ministre, le président, l'Assemblée, les députés. Waouh, ils font tous sa tête. On commence à émettre l'idée de faire des lois anti-juives. Premièrement, le peuple, la populace, parlait du mal de Yaakov. Le discours antisémite vulgaire. Les Juifs sont riches, ils nous ont piqué tout notre argent. Deuxième passouk, le visage de Lavan lui-même n'est plus le même. Renfrogné,
Fini la politesse avec les juifs. Fini les compliments. La tête. Le visage est plus le même, renfrogné, haineux, coléreux. Yaakov dit, il faut que je m'en aille. Il faut que je m'en aille pendant qu'il a encore temps. Et à ce moment-là, il entend une voix qui lui dit, Yaakov, va. Yaakov dit, attends. Là, je suis en train de divaguer. Je suis en train de croire que j'ai entendu une voix. Je suis en train d'interpréter. Pourquoi il croit ça? Et ça, je vous l'ai dit aussi une fois, mais aussi redire. Vous savez, ce que les Haramim disent, que dans la névoie, dans la prophétie, tous les prophètes recevaient la prophétie be'aspaklaria enamera. Ils recevaient la prophétie à travers une vitre pas claire, un peu trouble. Le seul prophète qui a reçu la prophétie directement claire et limpide, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il recevait be'aspaklaria enamera. Et comme le Maril Diskin disait, la prophétie, c'est comme si, à travers une vitre, on voit une scène. Si la vitre est rouge, alors la scène que tu vois d'envers, tout te paraît rouge. Les personnages te paraissent rouges. Si la vitre est verte, les personnages te paraissent verts. Si la vitre est marron, les personnages te paraissent marron. La scène paraît marron. D'accord? Mais si la vitre est transparente, alors là, tu vois vraiment la vraie couleur. Le seul qui recevait la prophétie dans sa vraie couleur, sans avoir à l'interpréter, c'était Moshe Rabbeinu. Mais tous les autres prophètes devaient interpréter la prophétie. Il la recevait à travers Aspaklaria Enamera, une vitre un peu trouble, une vitre de couleur, et il devait l'interpréter. Donc Yaakov nous dit, attends, peut-être que ce que j'ai reçu comme prophétie, je suis en train de l'interpréter dans ce sens-là, de comprendre que je dois retourner. C'est peut-être pas ça. C'est peut-être pas ça. Donc de même que Ilish a demandé à son voisin, qu'est-ce qu'il dit le corbeau? Qu'est-ce qu'il dit la colombe? Alors Yaakov, il avait besoin de partager cette prophétie, de demander comment vous comprenez cette prophétie. Et qui il a appelé? Forcément, il a appelé ces deux femmes, Rachel et Léa, qui elles-mêmes étaient prophétesses. Et il leur dit, écoutez, j'ai reçu une prophétie. Mais c'est pour ça qu'il leur raconte toute l'histoire. Mais je m'inquiète, peut-être que j'interprète cette prophétie dans le sens, peut-être que j'ai entendu ce que je veux entendre. Pourquoi? Parce que j'ai vu que le visage de votre père n'est plus le même. C'est pour ça qu'il leur raconte tout. J'ai vu que le visage de votre père n'est plus le même. Et j'arrive pas à comprendre. Pourtant, j'étais honnête avec lui, j'étais travailleur. C'est lui qui a triché avec moi. Donc pourquoi il a changé de visage? Ça me traumatise. Et puis, au milieu de toute cette peine, ce traumatisme, j'ai reçu cette prophétie. Et j'ai compris que je dois retourner. Mais ai-je bien interprété? Et c'est là où Rachel et Léa, qui elles-mêmes avaient un niveau de prophétie, elles lui ont dit, Yaakov, tu as bien interprété. Tu n'as pas tordu la prophétie. Tout ce que Hachem t'a dit, fais-le, parce que tu as bien compris. C'est bien ça le sens de ta prophétie. Vous avez compris comme c'est beau? Donc c'est pas qu'il leur a demandé leur permission. Il avait besoin qu'elle l'aide à confirmer qu'il avait compris. Vous avez compris? Parce qu'un homme entend ce qu'il veut entendre. Mais Rav Bergman, il va un cran encore plus loin. Plus que ça. Plus qu'un homme entend ce qu'il veut entendre. Il y a aussi un autre principe. C'est que Bederer chez Adam Rotseliler Molechimoto. Apprenez bien ça. Bederer chez Adam Rotseliler Molechimoto. Dans le chemin où un homme veut aller, on le fait aller. On le fait aller. Écoutez ça, c'est peut-être un peu long, je vais le faire court. Comme on dit, il y a l'expérience. Je vais vous la faire courte. Vous savez qu'il y avait eu une discussion entre Moshe d'un côté et Aaron et Myriam de l'autre côté. Moshe s'était séparé de sa femme Tzipora. Vous savez ça. Et Aaron et Myriam ont critiqué. Alors comment ça s'était passé en fait? Moshe, de son propre raisonnement, il a compris qu'il ne pouvait plus maintenant vivre avec une femme. Il devait être disponible en permanence pour Hachem. Donc de lui-même, il a pris la décision, il a dit à sa femme Tzipora, écoute, malgré tout l'amour que j'ai pour toi, on ne peut plus. Je ne peux plus vivre avec une femme, je dois être en permanence disponible pour Hachem. Après qu'il ait pris cette décision, Hachem lui a confirmé.
lui a dit, tu as bien fait, toi tu dois rester avec moi. Tu dois rester avec moi. Et Moshe et Aaron et Myriam ont su que Hachem a confirmé ça. Alors puisqu'ils ont su qu'Hachem a confirmé, pourquoi ils ont critiqué Moshe? Ils l'ont critiqué. Ils ont dit, tu crois que tu es le seul prophète? Nous aussi nous sommes les prophètes. On ne s'est pas pour autant séparés de notre conjoint. Alors quoi? Mais ils lui ont dit, non Moshe, non Moshe. Si Hachem t'avait donné l'ordre et que tu l'avais fait, on n'a rien à dire. Mais d'abord tu l'as fait et ensuite Hachem t'a donné l'ordre. Parce que selon le principe que Bederer chez Adam Rotseliler, Molichimoto, dans le chemin dans lequel un homme veut aller, on le laisse aller. Toi, tu as montré ta volonté de vouloir te séparer de ta femme. Hachem te l'a accordé. Hachem te l'a accordé. Mais c'est, on appelle ça Bedi Eved. C'est pas les Khatrila. C'est Bedi Eved. Une fois que la situation a été adoptée, bon, on laisse faire. C'est Bedi Eved. Donc l'ordre divin pour nous n'a pas de valeur dans ce cas-là. Parce que Hachem, il t'a dit, il t'a confirmé dans le chemin que toi tu as choisi de faire. Et c'est ça que nous on te critique. Pourquoi tu as choisi ça? Pourquoi tu as choisi de te séparer de ta femme? Mais si on avait su que c'était Hachem qui te l'avait dit depuis le début, on n'aurait pas critiqué. Et c'est là où Hachem est venu et leur a dit, excusez-moi, c'est vrai qu'il a pris l'initiative, mais je lui ai confirmé cette initiative. Pas parce que je veux lui confirmer la décision qu'il a prise. Mais il y avait non, parce que c'est comme ça que ça doit être. C'est comme ça. Et vous avez eu tort de comparer votre niveau de prophétie au sien. Vous avez compris? Alors c'est ça que Yaakov Avinu s'est dit. Il a dit à ses femmes, j'ai peur. Non seulement j'ai peur de peut-être avoir mal compris, mais j'ai peur que même si j'ai compris comme ça, même si j'ai compris qu'Hachem me dit, vas-y. Mais peut-être qu'Hachem me dit, vas-y, parce qu'il a vu que dans mon cœur, j'en avais marre. J'en pouvais plus de cette situation. J'en pouvais plus. Et que dans mon cœur, de moi-même, je disais, mais il faut que je retourne. Il faut que je retourne à la maison. Il faut que je retourne à la maison. Et quand Hachem a entendu que je veux retourner à la maison, Hachem a compris au fond de mon être que je veux retourner à la maison, alors il m'a dit, retourne à la maison. Mais peut-être que c'est simplement une permission qu'Hachem me donne sur le principe que Bederer chez Adam Rosselier, on les rimoto, dans le chemin où un homme veut aller, on le fait aller. Donc c'est pourquoi mes femmes, je vous demande, qu'est-ce que vous pensez? Aidez-moi à voir clair dans cette situation. Et c'est ça qu'elles lui ont répondu, elles lui ont dit, Yaakov, débarrasse-toi de tout souci, débarrasse-toi de toute inquiétude. Non seulement tu as bien compris la névoie, tu as bien compris la prophétie, tu l'as bien interprétée, et cette prophétie ne vient pas à la suite de ton souci, c'est une prophétie qui vient à brûle-pourpoint à la suite de la situation. La situation maintenant devient une situation intenable, et Hachem veut que nous retournions en Eretz Israël. Et c'est ça qui s'est fait. C'est beau? J'espère que ça vous a plu, mes chers enfants. Bracha ve'atzlacha. Et qu'on se retrouve tous ensemble. Évidemment, dans un premier temps, peut-être à Marseille, mais peut-être que le Mashiach, il viendra avant. Et qu'on se retrouvera en Eretz Israël. Sinon, je viens à Marseille et je vous prends tous avec moi dans l'avion du retour et tous en Eretz Israël avec la Géoula Shlema, Bezat Hashem, Bimhera, Beyamenu. Amen, c'est là. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom.